Très bien, mes chers collègues, nous allons pouvoir débuter l'audition. Alors, nous entendons ce matin, en application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution, Madame Christelle Ratignier-Corbeneille, candidate proposée par le Président de la République à la direction générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette audition sera suivie d'un vote sur cette candidature pour lequel, vous le savez, aucune délégation ne sera admise. Je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site Internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande, conformément aux principes de publicité prévus par la loi du 23 juillet 2010. Je vous rappelle que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est un établissement public à caractère administratif chargé d'évaluer, de surveiller et de contrôler les médicaments et les produits de santé. Elle délivre notamment les autorisations de mise sur le marché des produits de santé, réalise des inspections et peut, le cas échéant, prendre des mesures allant jusqu'au retrait d'un produit du marché. Le directeur général est nommé pour une durée de 3 ans. Son mandat est renouvelable. Madame Ratignier-Corbeneille, je vous propose de débuter cette audition par un propos liminaire dans lequel vous nous exposerez votre parcours professionnel. Plus particulièrement, vous pourrez revenir sur votre action et votre bilan à la direction générale, ainsi que développer la vision que vous avez de votre prochain mandat à la tête de cet organisme. Ensuite, en tant que rapporteur de cette audition, je vous poserai les premières questions et ensuite nous lancerons la discussion générale avec les sénateurs qui souhaitent intervenir. Voilà. Madame, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, toutes mes excuses pour ces quelques minutes de retard. C'est un honneur, en effet, pour moi que d'être reçue ce jour par votre commission à l'approche du possible renouvellement de mon mandat de directrice générale de l'ANSM pour une deuxième et une dernière période de 3 ans, comme cela est prévu par la loi. Cette procédure d'audition par le Parlement présente pour moi une valeur également hautement symbolique puisqu'elle prend sa source dans la loi de 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Ces principes visent à garantir la pleine inscription de cet établissement d'expertise qui prend quotidiennement de très nombreuses décisions, nous y reviendrons, dans son environnement politique et social. Indispensable au fonctionnement démocratique, l'expertise doit pouvoir être questionnée par les citoyens, par leurs représentants, et l'établissement capable de rendre compte de manière régulière et en tant que de besoin de son action et de sa gestion. Ainsi, c'est dans un esprit de pleine responsabilité que j'aborde cette audition, à l'instar de celle réalisée en décembre 2020, lorsque vous m'avez confié la mission de directrice générale que j'assure depuis 3 ans. Je me propose, dans un premier temps, de rappeler très brièvement mon parcours professionnel, de dresser rapidement un bilan des 3 années écoulées pour l'agence et de vous présenter le projet que je porte pour cette institution et ses collaboratrices et collaborateurs pour l'avenir. Mais au préalable, je souhaite d'une part vous exposer les raisons qui m'ont conduite à solliciter le renouvellement de mon mandat et d'autre part vous rappeler en quelques mots introductifs les missions et les activités de l'agence. Je suis chercheur de formation en immunohématologie et j'ai un parcours professionnel uniquement dédié au service public. Après une expérience en effet dans la recherche clinique, j'ai découvert le monde des autorités sanitaires et notamment le monde de l'Agence du médicament qui s'appelait à l'époque l'AFSAPS, au sein de laquelle j'ai pu exercer différentes fonctions à la fois d'évaluation, d'expertise mais aussi d'encadrement managérial. En 2010, j'ai eu la chance de rejoindre d'autres activités, des activités en cabinet, donc dans le cadre du cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Et j'ai pu être mobilisée et particulièrement impliquée dans l'écriture et la mise en œuvre du fonds d'indemnisation sur les victimes du Mediator et la loi de 2011, qui en effet a créé l'ANSM. Après cette expérience, j'ai rejoint l'assurance maladie où j'ai pu appréhender l'ensemble de la dimension prise en charge sur les produits de santé, à la fois sur la partie prise en charge au niveau du comité économique des produits de santé, mais également aussi concernant la partie négociation conventionnelle avec les pharmaciens, avec les acteurs de la biologie et aussi les acteurs du monde des dispositifs médicaux. Et puis, en décembre 2016, lorsque Dominique Martin était directeur général de l'ANSM, j'ai rejoint, je dis souvent, ma maison. Donc, j'ai rejoint l'agence, en effet, en tant que directrice générale adjointe à partir de décembre 2016 auprès de Dominique Martin. Et j'ai ensuite, et en effet, vous m'avez confié la mission, en effet, d'être directrice générale depuis 3 ans. Donc, vous le voyez, c'est une
une institution, une belle institution à laquelle je suis très attachée, et ce renouvellement pour moi était en effet logique, à la fois pour l'intérêt prononcé des missions de service public en effet que l'agence exerce aux questions de sécurité sanitaire, un attachement, vous l'avez vu dans mon parcours, à cette maison, à ses agents, dont je salue le très haut niveau d'expertise et la mobilisation au quotidien sans faille pour la sécurité sanitaire de nos concitoyens. Et le fait aussi, la conviction qu'une stabilité de la gouvernance est importante, notamment pour guider et accompagner cet établissement public de référence dans la dynamique notamment de notre futur COP, de contrat d'objectifs et de performance sur 2024-2028. C'est donc dans cette logique intégrée, assumée, que je me présente à nouveau devant vous ce matin. Cela a été dit par Monsieur le Président rapporteur. L'ANSM est un établissement public administratif. Il a été créé il y a 11 ans par la loi du 29 décembre 2011. Et aujourd'hui, les presque 1000 collaborateurs de l'établissement public exercent des missions qui couvrent l'ensemble des produits de santé. Les médicaments, qu'ils soient chimiques, qu'ils soient biologiques, qu'ils soient anciens, qu'ils soient expérimentaux, curatifs ou préventifs comme les vaccins. Et c'est environ à peu près 12 000 spécialités qui existent sur notre territoire national. Les centaines de milliers de dispositifs médicaux qui vont des lunettes aux pansements, mais qui passent aussi par des dispositifs implantables les plus sophistiqués, les logiciels, les appareils de radiologie, les produits sanguins labiles, les greffes, et enfin, dans un registre un petit peu différent, mais qui montre bien l'ampleur du champ couvert, les plantes et l'homéopathie. L'agence s'appuie sur son expertise interne extrêmement forte, mais aussi sur des experts externes, dans un cadre déontologique strictement défini et totalement transparent. C'est réellement l'ADN de l'ANSM. La déontologie, le respect des règles déontologiques est un élément cardinal pour la garantie de la sécurité, évidemment, de nos concitoyens, mais également aussi la viabilité et la pérennité de l'ANSM. Et elle exerce de multiples missions d'autorisation, de surveillance, d'inspection et de contrôle dans ses propres laboratoires. Nous avons en effet des laboratoires. Nous sommes un organisme libérateur notamment de vaccins et de médicaments dérivés du sang. Et nous avons plusieurs sites, un sur Saint-Denis, un sur Lyon et un sur Vendargue à côté de Montpellier. L'agence dispose de pouvoirs de police sanitaire en propre, lui permettant si nécessaire de modifier, de suspendre, d'interdire des activités, des productions ou des autorisations de commercialisation, dans un unique et seul but, la sécurité des patients qui utilisent au quotidien les produits de santé. Elle peut également prendre des sanctions financières à l'encontre des entreprises en cas de non-respect de la réglementation. Au total, ce sont plusieurs dizaines de millions d'avis, de décisions qui sont prises chaque année, à peu près 85 000 décisions prises en effet par l'ANSM. Enfin, l'agence est pleinement inscrite dans son environnement européen. Elle participe de manière prépondérante au fonctionnement de l'Agence européenne du médicament et à la mise en œuvre des règlements européens sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Cette dimension européenne a pris une place notable et considérable en matière de produits de santé. Mais il est ici essentiel de préciser un point extrêmement important relatif à l'activité au sein de l'Agence européenne du médicament. Ce n'est pas une structure supranationale. L'Agence européenne du médicament n'a pas de force d'expertise. C'est une structure de coordination qui se repose sur les seuls experts nationaux des agences sanitaires nationales, notamment de l'ANSM, mais aussi des 26 autres États membres. Et ce sont nos experts, à toutes et tous en effet, de l'ANSM et aussi des 26 autres agences, qui construisent ensemble les évaluations au niveau européen et qui décident des mesures d'autorisation et de renforcement de la surveillance. C'est un point en effet que je souhaitais clarifier et qui est extrêmement important. J'en viens au bilan des 3 années passées pour l'agence. Inscrite dans sa dernière année du COP, conclue avec le ministère des Solidarités et de la Santé le 23 mai 2019 pour 5 ans, donc à cette fin d'année, l'agence s'est pleinement mobilisée autour de ces 4 axes stratégiques, fortement guidée par l'ouverture aux parties prenantes et la transparence sur ses travaux. Vous le savez, l'activité de la période de ces 3 années a été marquée par la gestion de la crise sanitaire Covid, avec une mobilisation intense des moyens de l'ANSM sur les priorités en effet de gestion de crise. Dès mars 2020, notre activité a été fortement impactée, autant sur nos missions de sécurité sanitaire que sur celles liées à l'accès à l'innovation thérapeutique.
Quelques exemples, en effet, l'accélération des procédures d'évaluation des essais cliniques pour le traitement de la Covid-19. Nous sommes aux alentours de 45 jours de manière classique. Les délais réglementaires sont de 60 jours, donc nous sommes déjà en infraréglementaire. Mais pendant la période Covid, nous avons été en capacité, avec une mobilisation exceptionnelle, d'être à 7 jours en termes d'évaluation, d'autorisation d'essais cliniques, et évidemment sans renier sur la qualité de l'évaluation, la qualité de l'expertise et l'évaluation, en effet, du rapport bénéfice-risque. La mise en place d'accès précoces, plus de 18 000 qui ont permis en effet l'arrivée des premiers traitements à la fois curatifs et préventifs pour les patients avec plus de 8 mois d'avance sur le territoire national par rapport aux autorisations qui ont ensuite été données au niveau européen. Un dispositif de surveillance renforcé en continu des effets indésirables qui étaient liés à l'utilisation des médicaments curatifs dans le cadre de la Covid, mais aussi liés à la vaccination, avec des études qui ont été menées grâce à notre réseau national de centres régionaux de pharmacovigilance. Vous le savez, nous avons un maillage territorial unique en Europe et je crois même au monde, avec 31 centres qui sont implantés dans les territoires, au plus proche des professionnels de santé et des patients, et la mobilisation également de notre groupement d'intérêt scientifique que nous avons avec l'ACNAM, donc le GIS EPIFAR, qui permet d'étudier en vie réelle sur les bases de données de l'assurance maladie, l'ensemble en effet du comportement de soins des personnes qui sont traitées notamment par des médicaments. Et donc on a pu en permanence avoir des données et de manière en continu et très réactive, des données sur l'efficacité et la sécurité en vraie vie, je dirais, en vie réelle, à la fois des traitements mais aussi des vaccins. Et également une information en continu de l'ensemble des usagers, des patients, des professionnels de santé, au travers de webinaires ou de communications en effet hebdomadaires qui étaient dédiées en effet au sujet de la crise. Et puis nous avons dû veiller et garantir la disponibilité des médicaments de réanimation pour la gestion de la crise, mais aussi des autres traitements pour les pathologies chroniques. Malgré la mobilisation très forte des équipes de l'agence sur la crise, l'agence a su garder le cap sur l'ensemble de ses autres activités, puisque évidemment la crise était là, mais il y avait toutes les autres activités qui évidemment devaient perdurer dans le cadre de nos missions. Quelques exemples, le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, la réforme de l'accès précoce, donc des accès dérogatoires avant l'autorisation de mise sur le marché, qui permettent à des dizaines de milliers de patients de bénéficier de traitements avant l'autorisation de mise sur le marché, avec une articulation étroite avec la Haute Autorité de Santé. Le nouveau règlement européen sur les essais cliniques, avec une évolution majeure, puisque l'évaluation maintenant est partagée au niveau européen, comme cela est le cas pour les autorisations de mise sur le marché. Et en 2022, nous avons eu plus de 800 autorisations d'essais cliniques, qui démontrent le dynamisme de la recherche clinique en effet en France. Et nous sommes dans le trio de tête en termes de nombre de demandes d'autorisation d'essais cliniques, en trio de tête avec l'Allemagne et l'Espagne. Et voilà, chaque mois, l'un de nous est premier, second ou troisième, et cela peut évoluer en effet d'un mois sur l'autre. Également aussi une mobilisation forte sur le sujet des pénuries. J'imagine évidemment qu'on y reviendra avec le décret stock sur les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qui, pour à peu près la moitié de la pharmacopée, 6 000, oblige les industriels à avoir 2 mois de stock de sécurité et pour certains d'entre eux, 10%, 4 mois de stock de sécurité. C'est une mesure parmi d'autres. Ce n'est pas une baguette magique, je le dis d'entrée, et j'imagine qu'on aura beaucoup d'échanges sur ce sujet, mais cela permet en effet de donner du temps, lorsqu'un industriel déclare une tension, de donner un petit peu de temps pour, je dirais, se retourner avec les patients, avec les professionnels de santé, pour essayer en effet de trouver des solutions par rapport à ces déficits qui sont évidemment extrêmement impactants. Le premier semestre de l'année 2022 a également été marqué par la présidence française de l'Union européenne. Et dans le cadre de cet événement, nous avons organisé plus de 20 réunions de groupes de travail et de comités européens, une mobilisation exceptionnelle avec plus de 157 heures de réunion, 2000 participants et 115 agents de l'ANSM investis. Au départ en distanciel, eu égard à la présence encore forte du Covid, et ensuite en présentiel. Et lorsque nous avons pu, notamment la réunion des heads, donc de mes homologues, en effet, en mai 2022, cela faisait quasiment 2 ans et demi que nous n'étions pas réunis en présentiel et uniquement, en effet, uniquement en distanciel.
Donc vous le voyez, en cette dernière année d'exercice du COP actuel, un bilan qui souligne une amélioration nette de la perception de la NSM par les parties prenantes, grâce aux efforts d'intégration de l'ensemble des acteurs dans nos instances et nos processus de construction de décision. Dans toutes nos instances, dans tous nos échanges, nous avons des représentants de professionnels de santé et des représentants d'usagers. À chaque message, à chaque information, recommandation, décision de la NSM, cela passe par les fourches codines de nos parties prenantes, des professionnels de santé et des usagers pour s'assurer de la bonne adéquation du message, de la compréhension du message et de l'adaptation, si nécessaire, en effet, du message en fonction des cibles. Également, une place de la France retrouvée au niveau européen. C'est important, je l'ai dit précédemment. Beaucoup de choses se jouent au niveau européen. Par exemple, l'autorisation des médicaments innovants passe uniquement au niveau centralisé par l'Agence européenne du médicament. Donc, il faut être très présent. Être très présent, c'est au niveau des comités scientifiques européens, notamment que ce soit le Comité européen des médicaments, les avis scientifiques également, le comité pédiatrique. Et nous avons la chance d'exercer des présidences et de vice-présidences par des représentants français, des représentants de la NSM. Et pour ma part, j'ai l'honneur d'avoir été élue en juin 2022 vice-présidente du conseil d'administration de l'Agence européenne du médicament. La France doit influer, doit encore être beaucoup plus présente, puisque c'est évidemment indispensable, et on le voit bien, le maillon européen est un maillon évidemment indispensable. Et puis une mobilisation constante sur le sujet de la couverture des besoins sanitaires. On le voit, des déclarations qui sont en augmentation. On était à 3 700 en 2022, on sera probablement, on tangentera les 4 000. Des déclarations qui ne sont pas forcément des tensions effectives, mais des risques. Pour autant, 40% de ces déclarations nécessitent des mesures parce qu'il manque en effet des médicaments. Et donc on voit bien, en effet, c'est un sujet majeur de préoccupation pour nos concitoyens, pour les professionnels de santé, pour l'ensemble de la société et évidemment pour la NSM. Et voilà, je suis sûre qu'on y reviendra ultérieurement. Je terminerai par le projet que je porte pour cette institution, ses collaboratrices et collaborateurs pour l'avenir, si vous m'honorez de votre confiance renouvelée dans mes fonctions de directrice générale. En se fondant sur ce bilan extrêmement riche, grâce à la mobilisation constante et sans faille des 1000 agents que j'ai l'honneur de diriger, il est clair que des activités doivent être poursuivies et renforcées. Je l'ai déjà dit, un investissement majeur en matière de gestion des pénuries est fortement attendu, et pas uniquement de la part de la NSM. Développer encore davantage des modes de communication, encore plus proches du patient, plus proches des professionnels de santé, même s'il y a déjà eu des améliorations notables qui ont été mobilisées, mais s'assurer en effet que chaque patient ait bien l'information, chaque professionnel de santé également. Et puis des objectifs ambitieux en matière d'épidémiologie des produits de santé, donc notamment au travers de notre groupement d'intérêt scientifique, qui doivent être maintenus afin de renforcer le suivi des produits de santé en vie réelle. C'est donc dans ce contexte que je souhaite porter pour les 3 prochaines années un projet ambitieux, et il se doit de l'être pour répondre aux défis actuels et aux défis évidemment à venir. La question européenne, je l'ai déjà dit, est essentielle pour l'agence. La prise en charge sanitaire ne peut être envisagée sans évoquer l'échelon supranational. Il faut que l'agence, il faut que la France soit omniprésente partout à l'Europe, à la fois sur les médicaments, mais aussi sur les dispositifs médicaux et diagnostics in vitro, et prenne encore davantage de place dans le concert européen. Le projet que je propose s'organise autour de 4 axes stratégiques. Une agence garante de la sécurité des patients dans le cadre de l'utilisation des produits de santé. Évidemment, avec un focus majeur, et c'est la première thématique sur la gestion des pénuries, l'anticipation, parce que évidemment, nous souhaiterions tous que nous ne soyons plus dans une phase de gestion de pénuries, mais bien évidemment dans une anticipation. En corollaire aussi, renforcer le bon usage des produits de santé. Nous le savons, nous sommes de très gros consommateurs de médicaments, donc très sensibles aux tensions et aux ruptures par définition. Donc tout cela, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, est un tout. Donc permettant de garantir leur efficacité, je pense aux antibiotiques, limiter les prescriptions inutiles, diminuer les consommations des produits de santé et le nombre d'effets indésirables. Une agence agile et qui accompagne l'innovation scientifique. L'accès des patients aux traitements innovants, je pense par exemple aux maladies rares, où on le voit bien, il faut être agile sur notamment les méthodologies, les procédures, notamment d'essais cliniques. On le sait, lorsqu'on a un tout petit nombre de patients, on ne peut pas forcément avoir le même type d'essais cliniques, donc il faut être évidemment agile. Favoriser l'accès au plus précoce et notamment aux prises en charge. Également aussi former mes agents aux innovations et aux ruptures technologiques. L'intelligence artificielle est là.
elle va l'être de plus en plus. Et donc, évidemment, il faut en permanence que nous soyons et que mes équipes soient aussi formées à ces nouvelles technologies lorsque nous allons en effet recevoir des demandes d'autorisation d'essais cliniques où un bras sera mobilisé ou réalisé grâce à l'intelligence artificielle pour en effet être en capacité d'appréhender et d'évaluer. Il faut en effet qu'il y ait aussi cette formation-là, de nouveaux profils en effet, on le voit aussi sur la gestion des données et la gestion des données en effet de grands volumes. Une agence à l'écoute et au service des citoyens, être évidemment dans la transparence, c'est ce que nous faisons déjà, mais aller encore plus loin dans l'accès à nos données, la personnalisation de l'information des publics, être en écoute en effet et avoir les remontées de terrain les plus proches. Et c'est dans ce cadre-là que je souhaite développer de manière très forte une dimension sur la territorialisation pour avoir un ancrage au niveau des territoires, on le sait, et notamment aussi sur le bon usage. Si les choses bougent, elles bougent au niveau local. On le voit, on a un réseau de correspondants de médecins et de pharmaciens au niveau local, dans l'ensemble des régions, y compris en Outre-mer. Et on le voit bien, on a à la fois des remontées, mais également par rapport aux mesures que l'on propose au niveau national, comment elles sont appliquées, est-ce qu'elles sont comprises. Et l'échelon local, l'échelon territorial est indispensable. Donc vraiment, c'est un enjeu pour le COP qui est de 5 ans. Si j'ai l'honneur de pouvoir continuer à diriger cette maison, je ne serai plus là en effet dans 3 ans. La loi arrête en effet, c'est uniquement 2 mandats, mais en effet développer de manière extrêmement forte cette territorialisation, cette adaptation en effet. On le voit bien, il y a des typologies aussi de patientèle qui sont différentes et c'est indispensable d'avoir cette collaboration et notamment avec le réseau des agences régionales de santé. Et une agence performante et engagée, puisque pour délivrer au mieux pour l'ensemble des concitoyens, il faut que, évidemment, l'ensemble de mes équipes, les plus de 1000 agents que j'ai l'honneur à nouveau de diriger, aient une qualité de vie au travail, évidemment, adéquate. Nous sommes très attentifs, je suis très attentif à l'équilibre des temps de vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ce n'est pas toujours simple, c'est une agence de sécurité sanitaire, c'est une agence d'urgence aussi, donc il n'est pas forcément toujours simple en effet de pouvoir concilier, mais c'est évidemment extrêmement important pour conserver cette capacité d'écoute, cette capacité d'expertise, cette capacité d'agilité et également aussi pour renforcer notre attractivité, puisqu'on le sait, c'est une maison, c'est une belle institution, mais c'est une maison qui est exigeante, c'est des missions qui sont extrêmement exigeantes et donc voilà, il faut que nous soyons attractifs pour pouvoir à la fois attirer et conserver les talents que nous avons au sein de l'agence. Je conclus mes propos en soulignant l'importance de l'évolution de l'agence depuis ces 3 dernières années, mais aussi fortement engagée depuis 2016. Et si l'opportunité m'est donnée de poursuivre mes fonctions auprès des collaborateurs de l'agence, je m'emploierai à chaque instant à ce que l'ANSM soit et reste une agence à l'écoute de ses usagers, de leurs attentes, capable d'être agile et résolument en prise avec son temps, une agence au service de la sécurité de tous les patients qui utilisent des produits de santé. De nombreux progrès ont déjà eu lieu, ont été réalisés, mais il y a encore du chemin à parcourir et c'est dans ce cadre-là que je me présente en effet devant vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, je vais commencer par vous poser 2 questions et ensuite on donnera la parole à l'ensemble des sénateurs. Elles sont relativement simples, vous avez en partie répondu, mais vous venez de présenter votre projet et l'ambition que vous aviez pour l'agence. On sait que vous êtes en pleine discussion pour la mise en place du nouveau contrat d'objectifs et de performance. Comment se passent ces discussions justement pour la nouvelle mouture du contrat à venir ? Voilà. Et puis l'autre question est très liée à la commission d'enquête sur la pénurie du médicament qui avait été réalisée aussi au Sénat. Lors de la commission d'enquête, vous avez beaucoup évoqué le manque de moyens de l'agence pour contrôler le respect des obligations de l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament et prendre les mesures nécessaires à la prévention et la résolution des situations de rupture. Nous avons vu que dans le budget, la dotation pour 2024 était légèrement augmentée, qui devrait se traduire par environ 7 équivalents temps plein. Est-ce que vous pensez qu'avec cette augmentation, vous aurez les moyens de pouvoir, régler ces difficultés et notamment dans ce domaine, quels sont vos chantiers prioritaires, tout simplement? Je vous laisse répondre.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Alors, en effet, je l'ai dit, nous sommes à l'aune d'un nouveau COP, notre contrat d'objectifs et de performance, donc sous la tutelle, évidemment, de la Direction générale de la santé, mais également aussi de notre tutelle budgétaire, la Direction de la sécurité sociale, l'ensemble des directions d'administration centrale et également aussi la Direction du budget, la Direction de la recherche également. Donc, dans le cadre, en effet, classique de la mobilisation d'un nouveau COP, il y a une mission IGAS qui est mobilisée pour le bilan du COP et tracer les grands axes, qui est en effet c'est terminé. Le rapport est encore en effet confidentiel. On a déjà évidemment des premiers éléments qui tracent en effet un bilan, et j'ose le dire, positif selon les termes, avec évidemment des marges de progression. Et heureusement, sinon, je dirais pas que ce serait un petit peu triste, mais pour autant, il y a toujours évidemment des marges de progression. Et donc ensuite, tout un travail qui est réalisé en effet en étroite collaboration avec les tutelles et avec donc à la fois sur les axes stratégiques qui doivent être qui sont présentés, comme ce que je vous ai présenté. Nous avons une discussion au sein de notre conseil d'administration, puisque évidemment le COP doit être validé par notre conseil d'administration. Nous avons une discussion en effet lors de notre conseil d'administration de fin septembre avec les ambitions, et donc ce que je vous ai en effet présenté a été présenté au conseil d'administration et les grands axes ont été en effet validés et dans notre conseil d'administration, et évidemment vous le savez toutes et tous, il y a des parlementaires, donc 3 sénateurs évidemment sont présents, 3 députés également, des représentants de professionnels de santé, d'usagers. Le vice-président de notre conseil d'administration est un représentant d'usagers. Et la présidente du conseil d'administration est un membre du conseil d'État. Et donc, nous sommes donc déjà les grands axes, en effet, que je vous ai présentés. Voilà, on recueillit l'aval, en effet, notamment de notre conseil d'administration, mettant en évidence l'adéquation de ces axes. Et ensuite, il y a le travail plus, on va dire, plus précis de rédaction à la fois des actions, des thèmes, des indicateurs, et avec un objectif, en effet, que nous puissions avoir un COP finalisé, présenté à notre conseil d'administration de fin juin et signé ensuite entre la directrice générale de l'ANSM, en fin juin 2024, début juillet, et le ministre de la Santé et de la Prévention. Et sur les moyens pour le médicament ? Alors, concernant en effet les moyens, et donc en effet j'ai eu la chance de pouvoir être auditionnée 2 fois par la commission d'enquête sénatoriale sur les pénuries. Et évidemment, en effet, sur le sujet des moyens, cela avait été indiqué, la nécessité de pouvoir être en capacité à la fois sur l'ensemble des actions relatives aux pénuries, avec des dimensions, et je le disais aussi, des compétences diversifiées pour l'ANSM. Aujourd'hui, notamment sur le sujet de la régulation, il y a la nécessité, et nous analysons des centaines de milliers de données, puisque nous regardons, si je prends l'exemple de l'amoxicilline, mais pas que, sur l'ensemble des molécules du plan hivernal, nous regardons l'approvisionnement ligne par ligne, donc industriel par industriel, spécialité par spécialité, à la fois au niveau des industriels, mais aussi des grossistes répartiteurs, mais aussi des officines. Donc ce sont des données, un nombre de données gigantesques. Et donc il y a la nécessité de s'enrichir de compétences nouvelles, de data scientists, d'analyse d'experts de la donnée. Et donc en effet, les 7 ETP qui ont été octroyés à l'ANSM, c'est quelque chose de positif. Alors classiquement, je dirais que 7 est en effet quelque chose de très bien. Nous avions sollicité en effet plus, mais c'est déjà extrêmement important, et notamment dans le contexte des finances publiques, c'est un effort évidemment important. Et nous allons nous employer en effet à les utiliser, évidemment, comme chaque ETP que nous avons, de la manière la plus adéquate possible, notamment par rapport à des profils et des compétences renforcées sur cette gestion en effet de données, cette gestion de flux aussi. On y reviendra peut-être ultérieurement sur d'autres sujets. Cette gestion de flux est donc pour en effet analyser l'ensemble des données, les données de prescription, les données d'usage en effet, puisque j'indiquais, nous sommes dans une situation de grosse consommation, et donc d'essayer de voir comment on articule à la fois le bon usage et le sujet évidemment rupture, et les obligations en effet, vérifier les obligations de chaque industriel. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole tout d'abord à Corinne Imbert, qui est rapporteure de la branche maladie.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Directrice, pour votre présentation. Tout d'abord, une remarque, vous dire que je partage avec vous ce souci par rapport à la consommation de médicaments, le souci de la juste prescription, de la juste consommation. Et à titre personnel, j'ai toujours dit aux patients que les médicaments n'étaient pas des Smarties. Pardonnez-moi cette page de publicité. Mais c'est une réalité qu'il est bon de rappeler. J'ai bien entendu votre attachement à décliner les missions de la NSM à l'échelon local. Ça passe par la confiance des acteurs, et notamment la confiance dans les professionnels de santé. Voilà pour mes premières remarques. Alors j'ai plusieurs questions, vous l'imaginez bien. Tout d'abord, je vais revenir sur les discussions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, puisque le Sénat avait adopté un amendement qui, miracle, a été conservé dans le texte du gouvernement, engagé, quand il a engagé sa responsabilité à l'Assemblée nationale, et qui consiste, après une procédure contradictoire, d'intégrer à la liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur un médicament n'étant pas considéré comme tel par l'entreprise qui l'exploite. Alors, de quelle manière et selon quel calendrier comptez-vous vous emparer de cette nouvelle faculté? Devrait-elle permettre, par exemple, d'intégrer à la liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur le paracétamol, bien connu de tous, qui a concentré ces dernières années des difficultés d'approvisionnement et qui continue à rencontrer des difficultés pour certaines spécialités? Deuxième question, les récentes recommandations de la NSM visant à dissuader la consommation, l'utilisation de vasoconstricteurs pour soulager les symptômes du rhume, voilà, qui étaient commercialisés depuis peut-être plus de 20 ans dans certaines spécialités. Ne risque-t-elle pas, donc ces récentes recommandations, je ne les remets pas en cause bien évidemment, mais ne risque-t-elle pas de nourrir la défiance des Français vis-à-vis des médicaments et des vaccins? Faisons large. Et comment l'agence tient-elle compte de cette crise de confiance et comment entendez-vous y répondre dans les prochaines années? Près de 15 ans après le scandale du Mediator et après 3 ans passés à la tête de l'agence, estimez-vous que la confiance dans le médicament et les vaccins et les autorités de pharmacovigilance s'est améliorée en France? Troisième question, vous avez évoqué aussi le sujet, c'est le cadre des accès dérogatoires qui a été largement revu en loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 avec le remplacement des autorisations et recommandations temporaires d'utilisation par les accès précoces et dérogatoires. Comment ce changement a-t-il influé sur l'activité de la NSM dans les procédures dérogatoires et quel bilan tirez-vous à ce jour de la procédure d'accès compassionnel pour laquelle la NSM joue un rôle prépondérant? Et au-delà de l'aspect financier, quelles sont selon vous les marges de manœuvre et les marges de progression restantes pour améliorer l'accès des Français aux médicaments innovants? Les critiques parfois formulées par les patients et les industriels sur ce point, selon vous, sont-elles justifiées? J'ai 2 autres questions et je m'en arrêterai là. Que pensez-vous de la contradiction entre obligation de sérialisation et dispensation à l'unité? Et là, pardonnez-moi mon insolence, et je suis je suis pas favorable à l'utilisation des somnifères, mais est-ce que les pénuries de médicaments vous empêchent de dormir? Parce que méfiez-vous, il y a un somnifère en ce moment qui rencontre des difficultés d'approvisionnement. Je vous remercie, Madame la Directrice. Merci, Madame Imbert. Je donne la parole maintenant à Laurence Muller-Bronn. Merci, Monsieur le Président. Madame la Directrice, merci pour votre présentation enthousiaste et courageuse. C'est vrai que vous sortez d'un mandat qui est loin d'être serein. Et donc, on vous souhaite un deuxième mandat, mais plus calme quand même. Hein, on vous souhaite. Donc, moi, j'aurais des questions autour de 2 rapports. D'abord, le rapport de notre commission d'enquête sur la pénurie des médicaments. J'étais membre de cette commission. Et ensuite, sur le rapport de l'OPSET de juin 2022. De l'OPEX, pardon, de juin 2022. Alors, concernant les gestions de pénurie de médicaments à l'échelon local, nous avions constaté une absence de coordination entre l'ANSM et les agences régionales de santé qui aggravait considérablement la situation. Qu'en est-il aujourd'hui ?
S'agissant des pouvoirs de sanction dont l'ANSM dispose pour le non-respect des obligations de stock des laboratoires pharmaceutiques, nous avions constaté qu'ils sont très peu utilisés. L'agence n'a pris que 8 décisions de sanctions financières entre 2018 et 2022, un montant total de 922 000 euros. Ces sanctions prononcées par l'ANSM apparaissent particulièrement faibles dans leur nombre et dans leur montant. Aucune n'a été prise pour le motif d'une violation des obligations d'élaboration d'un plan de gestion de pénurie et de consultation d'un stock de sécurité par les industriels. Quels sont vos objectifs donc pour rendre le pouvoir de contrôle et de sanction de l'ANSM dissuasif auprès des laboratoires ? En février dernier, les ministres de la Santé et de l'Industrie ont annoncé la mise en place sous 3 mois et en lien avec l'ANSM d'un plan de préparation des épidémies hivernales. Pourtant, la pénurie d'antibiotiques tels que l'amoxicilline perdure. Quel est ce plan et où en est-il ? Sur le rapport de l'OPEX, là j'en viendrai aux effets indésirables des vaccins contre la Covid-19. Concernant la pharmacovigilance, vous l'avez abordé, sur les effets indésirables des médicaments et des vaccins, le rapport de l'OPEX a fait état des lacunes du système de déclaration passif. Seuls 5 à 10% des événements indésirables sont notifiés, ce qui peut engendrer une sous-estimation de l'ampleur d'un problème sanitaire. Le manque d'informations en direction des patients, d'une part, et de formation des professionnels de santé à la pharmacovigilance, d'autre part, sont des lacunes qui ont été bien identifiées dans ce rapport. Quels sont vos objectifs pour améliorer les dispositifs de déclaration et rendre les procédures de déclaration accessibles à tous, professionnels de santé comme patients ? Et enfin, dernière question, reconnaître la souffrance liée aux effets indésirables. La confiance se construit sur la reconnaissance. Il semble important de reconnaître l'existence de certains effets indésirables, qu'ils prennent une forme le plus souvent bénigne et parfois grave. À ce titre, les rapporteurs de ce rapport de l'OPEX regrettent que l'ANSM ne se soit pas prononcée à l'échelle nationale sur l'existence d'un lien entre les troubles menstruels et certains vaccins contre le Covid-19. En l'absence de prise de position du comité de pharmacovigilance européen, alors que les centres régionaux de pharmacovigilance ont reconnu la pertinence de ce signal. Voilà, Madame la Directrice, merci. Merci. On continue, la parole à Bernard Jomier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Directrice. Je voudrais vous questionner sur 2 points, sur le paquet pharmaceutique européen et sur la démocratie sanitaire. Sur le paquet pharmaceutique européen qui est en préparation, donc avec Pascal Gruny et Cathy Poursopoli, on est chargé d'un avis pour la Commission des Affaires européennes, donc on procède actuellement à des auditions. Et j'aurais voulu d'abord que vous nous fassiez part de votre avis sur l'orientation générale de ce projet de paquet pharmaceutique européen, avec 3 points en particulier. D'abord, la Commission émet l'option concernant le stockage des médicaments de le confier plutôt à l'Union et aux États membres qu'aux entreprises, ce qui est le cas actuellement en France, dans notre pays. Donc, comment vous voyez cette évolution ? Deuxièmement, il est proposé de supprimer la procédure de renouvellement des autorisations de mise sur le marché au bout de 5 années pour les médicaments qui ont été mis sur le marché il y a plus de 5 ans. Donc, pareil, même question. Et troisièmement, il est prévu d'établir une liste de médicaments critiques. Donc, on se souvient des débats dans notre pays lorsqu'une liste similaire a été publiée par le ministère de la Santé. Comment voyez-vous l'élaboration d'une telle liste? Est-ce qu'elle doit s'appuyer sur des molécules, sur des groupes pharmaceutiques? Voilà, j'aurais voulu avoir votre avis. Deuxième point, la démocratie sanitaire. Donc, c'est un sujet sur lequel vous vous exprimez beaucoup. Quand vous avez été nommé, vous avez affirmé votre attachement à la démocratie sanitaire. Vous avez débuté votre exposé par cette question. Et pourtant, on a tout de même l'impression que votre agence écoute assez peu les associations de patients, écoute beaucoup plus les industriels. Depuis que vous êtes directrice, votre agence a été mise en examen pour tromperie. On se souvient que sur le lévothyrox, au fond, il s'est révélé que le laboratoire avait omis, délibérément ou pas, je ne sais pas, mais enfin, n'avait pas mentionné sur ses boîtes un changement de composition.
et que l'agence est restée silencieuse. Donc voilà, on apprécie votre discours sur la démocratie sanitaire, mais est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quel dispositif vous comptez mettre en place? Parce que pour le moment, c'est plutôt l'avis des industriels qui prime très largement, et nous en avons l'impression au-delà du raisonnable parfois et au-delà de la réalité scientifique. Je vous remercie. Très bien. Madame, je vous propose de répondre à ces 3 séries de questions et ensuite nous avons 5 intervenants encore. Merci beaucoup pour ces questions. Alors concernant en effet le sujet au niveau du PLFSS et des mesures en effet sur les MITM et la capacité de pouvoir faire entrer un médicament en tant que MITM, ce qui n'était pas le cas en effet au préalable puisque c'est à la discrétion des industriels. Et on le voit en effet sur un certain nombre de sujets lorsque nous avons des déclarations ou lorsque nous faisons le constat remonté par des pharmaciens ou par des patients de difficultés sur certains médicaments. S'ils ne rentrent pas en effet dans la définition, et la définition est claire d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur, cela emmène en effet beaucoup de conséquences puisqu'il n'y a pas d'obligation de stock, pas d'obligation pour les industriels. Donc très clairement là, en effet, en termes de processus, sur la base déjà des remontées des disparités que nous avons, et donc cela va nous permettre en effet de pouvoir définir et d'ajouter un certain nombre de spécialités en tant que MITM. On l'a par exemple sur une substance active, on peut avoir certaines spécialités, certains industriels qui ont classé en MITM et d'autres pas. Déjà, je dirais au fil de l'eau, lorsque nous voyons des disparités, nous demandons en effet à l'industriel, là nous allons avoir la possibilité de pouvoir les intégrer. Le sujet du paracétamol en effet est un point important, et notamment sur le sujet du paracétamol pédiatrique. Sur le paracétamol de manière générale adulte, la question peut possiblement en effet se poser par rapport à la définition réelle du statut MITM. Typiquement pour le paracétamol pédiatrique, je suis assez intimement convaincue que cela répond à la définition en effet d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur. Et donc nous aurons la possibilité cette fois-ci de pouvoir en effet le faire, y compris si l'industriel n'est pas dans cette dynamique. Le sujet des vasoconstricteurs, le sujet des vasoconstricteurs oraux, en effet, vous l'avez en effet indiqué, Madame la sénatrice, avec une recommandation forte des professionnels de santé, des pharmaciens, des médecins et de l'ANSM de ne pas utiliser les vasoconstricteurs oraux. Ce sont des médicaments qui sont commercialisés depuis des années, qui sont commercialisés au niveau européen, et c'est la raison pour laquelle il y a besoin de l'avis de l'Agence européenne du médicament pour une décision de suspension donc définitive, notamment des autorisations de mise sur le marché. Nous n'avons pas la même appréciation, en effet, que l'Agence européenne. Vous avez dû le voir. Nous considérons, en effet, que, évidemment, on évalue le rapport bénéfice-risque en fonction des situations. Les vasoconstricteurs oraux, vous l'avez indiqué, sont là pour soulager un symptôme bénin. Il vasoconstricte, très bien, ça débouche le nez. Le problème, c'est qu'il vasoconstricte aussi ailleurs. Et donc avec des risques certes très rares, mais très graves, d'AVC, d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus du myocarde. Et donc très clairement, risquer un AVC pour un nez bouché, je ne suis pas sûre en effet que cela soit complètement adéquat. D'où la mobilisation de l'ensemble, même si c'est extrêmement rare. C'est très très rare, mais pour autant, il nous apparaît en effet, avec les médecins, avec les pharmaciens, que il est des recommandations d'utilisation de sérum physiologique ou d'eau de mer sont beaucoup plus adéquats. L'Europe n'a pas cette perception. Il y a eu un premier avis du comité de sécurité avec un ajout de 2 nouvelles contre-indications. On avait 16 contre-indications chez ces vasoconstricteurs oraux. On en a maintenant 18. Ça fait un peu beaucoup. Et donc, notre position, en effet, est différente. Ces autorisations de mise sur le marché, elles sont là, puisqu'en effet, au niveau européen, et elles resteront. Pour autant, l'autorité sanitaire, en effet, que je dirige, avec les médecins, avec les pharmaciens, nous considérons, en effet, qu'il faut aller plus loin.
Sur le sujet de la défiance ou de la méfiance, en effet, c'est le rôle majeur, et vous l'avez indiqué, Madame la sénatrice, de la confiance et de l'échange au quotidien entre les patients et leurs professionnels de santé. Avec leurs médecins, avec le pharmacien, on a la chance, en effet, d'avoir un maillage territorial, notamment au niveau officinal, qui est extrêmement précieux, et donc des échanges. Et on le voit dans les enquêtes, en effet, dans les enquêtes d'opinion, le patient a confiance en son médecin et la confiance en son pharmacien. C'est la raison pour laquelle, en effet, nous travaillons au quotidien, et je reviendrai, en effet, sur la question de la démocratie sanitaire avec des... Évidemment, j'y répondrai des propos, mais qui me touchent et je dirais qui me blessent, parce que depuis, en tout cas, que je suis à la NSM, et même depuis 2011, vous savez, mon implication dans la loi de 2011, j'ai eu la chance de la porter lorsque j'étais, en effet, au cabinet santé, le fonds d'indemnisation, la loi Mediator. Je n'ai de cesse, et je peux vous garantir, je n'ai de cesse d'écouter l'ensemble des parties prenantes et les patients. Les usagers sont dans l'ensemble de nos instances de gouvernance et de nos instances de décision, notamment dans le cadre du rapport, en effet, sur le COP. Les parties prenantes ont été interrogées, les usagers ont été interrogés, France Asso Santé et d'autres, et reconnaissent l'évolution. Il y a toujours des choses perfectibles et il faut toujours mieux faire. Mais aujourd'hui, et je le dis très solennellement, aucun document, aucune information, aucune recommandation de l'ANSM ne sort sans qu'il y ait eu des échanges avec les professionnels de santé et avec les patients, y compris sur les ruptures, notamment sur les ruptures lorsqu'on doit s'engager vers d'autres traitements. Donc réellement, l'écoute en effet des usagers est quelque chose de cardinal et de primordial. Sinon, je ne ferai pas ce métier, très clairement. Et c'est vraiment un point majeur. Donc il y a des efforts en effet à la fois encore de communication, des efforts de description de comment nous fonctionnons. La preuve en est, puisqu'en tout cas, il y a une perception qui est différente, et avec une étanchéité totale, notamment évidemment avec les industriels. Voilà, les industriels, évidemment, produisent des médicaments et j'aimerais qu'ils les produisent en nombre qui permettrait quand même de garantir la couverture des besoins. Mais donc, nous avons, depuis la loi de 2011, il n'y a plus aucun industriel ou représentant d'industriel dans nos instances, très clairement. On a un comité d'interface, puisqu'il doit y avoir en effet des échanges qui sont tracés avec des ordres du jour, avec des comptes rendus qui sont en ligne sur notre site Internet. Et très clairement, la parole des usagers et la prise en compte, on peut ne pas toujours être d'accord, évidemment, mais en tout cas, c'est échangé, c'est débattu. On a différents formats. Par exemple, les comités scientifiques temporaires qui sont mis en place sur des sujets spécifiques. Vous l'avez peut-être vu, nous venons de mettre en place un comité sur les agonistes du GLP-1 aux Ampiques, et donc de ce fait, évidemment, un point, et avec, dans ce comité, les représentants des patients. Sur le sujet également... le sujet sur... Alors, oui, sérialisation et DAU. Sérialisation et DAU. Sérialisation et DAU. Voilà, tout à fait. Évidemment, voilà, nous sommes dans une situation qui est assez orthogonale. Je pense que le sujet de la dispensation à l'unité est une option qui peut être mobilisée dans des cas spécifiques, très spécifiques en effet. Aujourd'hui, on le voit, ce qui est important notamment sur le bon usage, c'est l'adéquation des conditionnements par rapport à la durée de prescription. Et c'est un travail en effet qui est réalisé à la fois par la NSM mais aussi la Haute Autorité de Santé pour essayer d'avoir une adéquation importante. Typiquement, si je prends l'exemple des boîtes d'amoxicilline, on a 6 jours en effet de traitement. Les recommandations évoluent plutôt sur 5 jours. Eh bien, il faudra adapter. Et en effet, c'est plus adéquat d'adapter en effet un conditionnement que, voilà. Par contre, la dispensation à l'unité, en effet, est une modalité qui peut être mobilisée. Mais je partage en effet que sérialisation et DAU, nous ne sommes pas complètement sur des parallèles. Je suis assez d'accord avec vous. Est-ce que les pénuries de médicaments m'empêchent de dormir? Elles me préoccupent, oui, elles me préoccupent évidemment comme tout citoyen, comme nous toutes et tous. Je le disais, je le rappelle, hein, évidemment, et ça fait le lien aussi avec les questions qui ont été posées sur le rapport de la commission d'enquête. Un point majeur que je souhaite rappeler, et c'est évidemment dans le cadre de la réglementation, lorsqu'un industriel a une autorisation de mise sur le marché, dépose une demande AMM et a une autorisation, il s'engage aussi à garantir la couverture et l'approvisionnement
en due quantité par rapport à la population cible qu'il a estimée. Donc la première, en effet, responsabilité, c'est que l'industriel doit être en capacité de pouvoir, en effet, garantir un approvisionnement. Ensuite, des problèmes de production, des incidents, oui, évidemment, cela existe et ça, cela arrive. Mais pour autant, au tout début, en effet, il faut bien évidemment qu'il y ait cette responsabilité et cette capacité d'approvisionner le marché. Si en effet, il y a une autorisation de mise sur le marché et qu'au final, l'industriel n'est pas en capacité, c'est une tromperie pour le patient et le professionnel de santé parce qu'on donne une autorisation, on donne un espoir possiblement de traitement et en fait, derrière, il n'y a pas le médicament. Donc ça, c'est un point qui est évidemment extrêmement important. Sur le sujet des sanctions financières, et je m'en étais exprimée en effet notamment lors des auditions de la commission d'enquête, en effet, entre 2018 et 2022, un nombre restreint, très restreint de sanctions financières, eu égard notamment au périmètre qui était accordé, qui était possible pour les sanctions financières. À partir de fin 2022 et sur 2023, le périmètre en effet des critères sanctionnables a été élargi et donc en 2023, il y a déjà eu 8 sanctions financières, ce qui est beaucoup plus, puisqu'entre 2018 et 2022, je crois qu'il n'y avait eu que 8 sanctions financières, qui sont aujourd'hui uniquement dédiées aux pénuries. L'objectif n'est pas de dire qu'il faut absolument que ce soit sur les pénuries, mais pour autant, en effet, un accent plus important sur le sujet des pénuries. Concernant le montant, je crois que vous avez souligné en effet le montant est défini dans les textes, c'est-à-dire que et c'est un seuil maximal, je suis désolée, je ne suis pas en capacité de vous indiquer précisément, mais c'est un montant maximal qui est défini dans les textes et donc je ne peux pas aller au-delà en effet de ce montant maximal. Il y a le sujet du montant, puis il y a le sujet aussi de la publicité, de la communication. On le sait, il y a un montant, c'est évidemment quelque chose d'important, mais la communication, la publicité de la sanction est évidemment aussi quelque chose d'important. Aujourd'hui, les textes aussi imposent que cette communication soit seulement d'1 mois sur le site internet de l'ANSM. Je ne peux pas aller au-delà d'1 mois. C'est très court. C'est en effet très court. Il faut cibler, pour que ce soit visible, il faut cibler évidemment le mois. Donc, ce sont peut-être, et sous le contrôle en effet de ma directrice réglementation et déontologie qui est présente, c'est du niveau législatif, je crois, et donc pour faire bouger ou faire évoluer en effet, puisque aujourd'hui, cela ne peut être qu'1 mois. Sur le sujet du plan hivernal, en effet, donc oui, donc cela nous a été demandé en février 2023, et donc nous avons mis en place en effet un plan hivernal qui a été co-construit avec l'ensemble des acteurs, les professionnels de santé, donc les médecins, les pharmaciens, les patients, avec l'ensemble aussi des directions et des échanges aussi avec les directions d'administration centrale, et qui a été communiqué au mois d'octobre avec 3 dimensions, une dimension de surveillance, une dimension d'activation de mesures et aussi une dimension de rétex, évidemment, à l'issue de la période. Donc, nous suivons un certain nombre de molécules marqueurs, donc sur les médicaments qui sont utilisés pendant les pathologies hivernales, les antibiotiques, les corticoïdes, le paracétamol et également le fluticasone et salbutamol, qui sont des médicaments utilisés notamment dans les pathologies asthmatiques. La situation sur le paracétamol, en effet, par rapport à l'an dernier, s'est normalisée, y compris en termes d'accès pour les patients. C'est-à-dire qu'il y a des stocks importants chez les industriels, il y en a chez les grossistes et il y en a dans les officines. L'amoxicilline, en effet. Nous sommes dans une situation sur les causes racines qui est extrêmement différente par rapport à l'an dernier. Pour autant, le patient, aujourd'hui, a d'énormes difficultés de pouvoir, et les pharmaciens évidemment aussi, de pouvoir avoir accès à son traitement dans son officine, notamment au niveau local. L'année dernière, il y avait une pénurie d'approvisionnement, une pénurie de production. Les industriels, en effet, la production n'était pas à la hauteur de la flambée épidémique que nous avons eue, la triple épidémie extrêmement précoce l'an dernier, et donc il y avait une pénurie d'approvisionnement. Il n'y avait pas assez d'amoxicilline. Aujourd'hui, nous sommes dans des difficultés, dans une pénurie de distribution. Il y a des stocks
au niveau industriel. Les spécialités, en effet, existent, mais la répartition sur le territoire national est extrêmement hétérogène, avec des situations, et dans certains cas, en effet, des stocks d'amoxicilline, que ce soit pédiatriques ou adultes, importants, et dans d'autres cas, et dans un nombre de cas extrêmement important, un non-accès, en effet, aux spécialités, aux amoxicillines. C'est la raison pour laquelle, en effet, vous le savez, dans le circuit aujourd'hui, il y a deux façons d'approvisionner les officines. Soit des ventes directes, directement des industriels, donc des dépositaires vis-à-vis des officines, ou alors en passant par les grossistes répartiteurs, il y a 180 agences de répartition qui ont des obligations de service public pour approvisionner de manière équitable l'ensemble du territoire national. Sur ces produits, l'amoxicilline et les autres produits, en effet, qui sont tombés dans le domaine public, majoritairement des médicaments génériques, normalement, il y a 80% des flux qui passent par les grossistes répartiteurs et 20% en vente directe. Ce qu'on a constaté, en effet, sur 2023, c'est une dérégulation du système, avec quasiment rien chez les grossistes répartiteurs et uniquement des ventes directes qui ne permet pas de garantir ce maillage, en effet, territorial. Et c'est la raison pour laquelle a été mobilisé à la fois l'appel à la responsabilisation de chaque acteur. Je l'ai dit, et je l'ai dit en effet il y a un petit peu plus de 2 heures, lors de ma précédente audition. Ce sont des relations évidemment entre acteurs et entre acteurs privés. L'agence est là et nous avons des missions de garantie de la couverture, mais nous n'avons pas de baguette magique, très clairement. Nous ne produisons pas de médicaments, nous n'avons pas non plus de camions qui approvisionnent. Il faut qu'il y ait la responsabilisation de chacun des acteurs et que le seul objectif de l'approvisionnement là soit un objectif de santé publique pour que chaque patient, chaque officine en effet puisse disposer de ces médicaments qui existent, les stocks existent et puissent être accessibles. D'où la charte d'engagement qui a été mise en place, qui a été signée par l'ensemble des acteurs sous la coordination de la présidente du CNOP et de moi-même. Donc nous coordonnons, mais nous ne sommes pas signataires puisque nous ne sommes pas acteurs de la chaîne, et avec des engagements où chaque acteur a uniquement un engagement responsable. Ce n'est pas opposable, en effet, ce n'est pas opposable, mais c'est évidemment un engagement. Sur le sujet notamment de l'OPEX et des vaccins, et sur la déclaration de pharmacovigilance. Les déclarations, en effet, sont des déclarations spontanées, donc l'objectif est la communication et la capacité, en effet, à déclarer, à la fois par les professionnels de santé, mais également par les patients. C'est possible, en effet, déjà depuis de nombreuses années, avec un portail, en effet, unique, et on le voit, y compris à la fois sur d'autres sujets, mais également le sujet des vaccins, avec des déclarations qui ont quand même été importantes. Pour autant, en effet, lorsqu'on est sur des déclarations spontanées, il y a toujours une sous-notification. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons mobilisé la surveillance sur les vaccins, mais sur d'autres sujets aussi, il y a, je dirais, deux jambes. Il y a les déclarations spontanées, donc la pharmacovigilance, et il y a la pharmacoépidémiologie, notamment avec EPIPHAR, en effet, notre groupement d'intérêt scientifique, dans les bases de données de l'assurance maladie, qui permet, en effet, d'avoir, notamment sur les vaccins Covid, et tous les rapports sont évidemment en ligne et ont fait l'objet aussi d'articles internationaux, d'avoir en vie réelle et en permanence les données d'efficacité et de sécurité sur le sujet, en effet, des effets indésirables. Donc c'est vraiment les deux ensemble, on l'a aussi sur d'autres sujets. Le sujet de la reconnaissance de la souffrance des effets indésirables. Je partage, en effet, la confiance est importante. C'est la raison pour laquelle, en effet, je dis la présence des patients et la parole des patients est constante, en effet, au niveau de l'ANSM, et la reconnaissance est importante. Sur le sujet des troubles menstruels, très clairement, le sujet des troubles menstruels ont été reconnus par l'ANSM. Nous avons clairement, et c'est l'ANSM notamment qui l'a porté au niveau européen. À nouveau, la perception européenne, nous sommes un État membre parmi tant d'autres, mais c'est ce que j'indiquais aussi, le fait d'avoir une force de plus en plus importante. Les recommandations, en effet, au niveau de l'Agence européenne du médicament n'ont pas été aussi loin que ce que nous avons pu, en effet, mobiliser. Mais pour autant, c'est notre devoir, en effet, de porter, lorsque nous avons des effets indésirables au niveau national, de les porter au niveau européen. Et également, EPIPHAR regarde aussi ce qu'il se passe sur ce sujet.
du conseil d'administration de l'IME, en effet. Sur les comités scientifiques, voilà, ce ne sont pas les comités scientifiques. Mais pour autant, le sujet troubles menstruels a été porté par l'ANSM et c'est ce qui a permis, en effet, aussi que ça soit étudié au niveau européen. On peut ne pas être satisfait de l'issue de l'évaluation européenne, mais pour autant, cela a quand même permis, et en effet, la France est l'État qui signale le plus, parce que nous avons un système de pharmacovigilance qui est probablement plus performant que d'autres États, et donc nous signalons en effet de manière importante au niveau de l'Agence européenne des médicaments. Sur la démocratie sanitaire, je pense que j'ai répondu. Sur le paquet pharmaceutique européen, le sujet en effet sur les stockages de médicaments, plutôt au niveau des États membres ou de l'Union, cela peut s'entendre sur un nombre limité. Possiblement, en effet, dans une philosophie de stock stratégique, pourquoi pas, mais sur un nombre limité. L'importance, en effet, c'est de pouvoir avoir cette mutualisation qui existe déjà aujourd'hui. Lorsque nous avons des situations de tension, on échange avec nos homologues européens pour voir si, par exemple, ils ont des quantités et inversement. Mais pour autant, sur le sujet des stocks, en effet, européens, cela pourrait s'envisager, et c'est dans le cadre des discussions, mais uniquement sur une liste limitée. Concernant la liste des médicaments critiques, vous avez dû le voir, elle est parue hier, la liste des médicaments critiques, en effet, de l'Union, réalisée par l'Agence européenne du médicament, donc sous mandat de l'Union européenne, auquel nous avons travaillé, en effet, de manière active aussi. On est de mémoire sur 200 médicaments. Alors, dès qu'on parle de liste, de toute façon, c'est évidemment un sujet sensible. Chaque État à une liste avec un nombre qui est différent. Là, le sujet était qu'il y ait aussi une notion de criticité au moins dans un tiers des États européens, parce que sinon nous aurions, enfin, la liste européenne aurait été une juxtaposition de l'ensemble des listes nationales, et avec un sujet en effet possiblement d'évolution et de mise à jour, mais elle est sortie en effet, elle est sortie en effet hier, et avec des mesures et des obligations qui interviendront uniquement lorsque la révision de la législation pharmaceutique sera approuvée, donc évidemment dans un temps beaucoup plus long. Très bien. Sur le renouvellement, oui, alors le renouvellement quinquennal est un renouvellement assez administratif. Il y a une surveillance en permanence, de toute façon, au travers notamment ce qu'on appelle des PSUR ou des PSUSA, c'est les rapports périodiques de sécurité sur l'ensemble de la substance active, et donc ce suivi est fait. Donc, je pense que évidemment, on ne perd pas en termes d'évaluation et de sécurité avec la suppression. Très bien. La parole à Pascale Gruny. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice. Donc moi, je voulais revenir justement sur cette liste des médicaments, parce qu'il y avait aussi, à la suite de ce travail, que les chaînes de production globale, matières premières, produits finis, ainsi que les réseaux de distribution devaient être aussi cartographiés pour permettre de définir justement la criticité industrielle de ces médicaments. Est-ce que vous y travaillez avec le gouvernement? Et comment est-ce que vous qualifiez la collaboration des industriels sur cette question? Et ensuite, en novembre dernier, a été signée sous l'égide donc de l'ANSM et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens une charte visant à améliorer l'information mutuelle entre les différents acteurs de la chaîne de distribution des médicaments. Les différents signataires s'engageaient aussi ainsi en faveur d'une répartition équitable des stocks de médicaments sur le territoire national. Et pourtant, 2 semaines après cette signature, la presse indique que les grossistes répartiteurs se plaignaient de ne disposer que de 3 jours de stock d'amoxicilline, alors que les stocks des laboratoires sont de plusieurs mois. Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan de la mise en œuvre de cette charte? Et en fait, je vous ai entendu parler d'homéopathie. J'étais assez étonnée, parce que je croyais que c'était interdit pour tout le monde. Alors, donc, oui, mais en fait, voilà, mais ma question, oui, je suis taquine, parce que effectivement, le message, en fait, qui a été envoyé avec le déremboursement ou le non-remboursement a fait que, finalement, beaucoup moins de personnes vont se soigner en homéopathie. Et moi, je m'étonne parce que je me suis aperçue, alors moi, je savais qu'on soignait beaucoup les chevaux en homéopathie. Et là, j'ai vu que nos éleveurs de bovins
soigner aussi en homéopathie leurs vaches pour éviter justement les antibiotiques. Alors je me dis, si c'est bon pour les animaux, est-ce que c'est bon aussi pour l'homme? Voilà. Merci beaucoup. Florence Lassaranne. Ouais, je vais rebondir. Tout d'abord, comme rapporteur sur les effets secondaires des vaccins, il me semble que les troubles menstruels ont été soulignés par ce rapport, et c'est juste après que la NSM l'a proposé comme effet secondaire. Si on revient, je suis un peu taquine là, mais c'est oui. Donc, je vais essayer d'être courte parce qu'il y a eu beaucoup de questions auxquelles vous avez répondu. D'une part, le dispositif pour évaluation des dispositifs médicaux in vitro européens, qui existe depuis 18 mois, a-t-il finalement amélioré les choses? Est-ce qu'on a plus de remontées? Quelles sont les conséquences de l'installation de cette agence d'évaluation? Ensuite, pour revenir sur la pénurie d'amoxicilline, moi qui étais pédiatre, je sais qu'en examinant correctement un enfant, les pédiatres prescrivent 50% d'antibiotiques en moins, en particulier grâce à l'utilisation des TROD. Comme il n'y a quasiment plus de pédiatres, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait à nouveau une explosion d'utilisation d'antibiotiques? Et est-ce qu'en France, on n'est pas d'abord... on ne devrait pas d'abord se poser la question de savoir pourquoi la prescription de médicaments, en particulier antibiotiques, est aussi importante avant de se préoccuper de pénurie. Par ailleurs, pour ce qui concerne les vasoconstricteurs oraux, dans les études de médecine, on mettait en garde contre les vasoconstricteurs qui soient locaux ou oraux. Donc le problème, c'est plutôt l'automédication. Et ça, est-ce que vous avez une vue particulière sur l'automédication ? Dernière question, un peu également que je vous pose pour avoir votre position personnelle sur l'abandon des molécules qu'on utilisait classiquement dans la maladie d'Alzheimer sans évaluation secondaire de l'abandon de ces molécules, et les nouveaux traitements d'anticorps monoclonaux utilisés actuellement aux États-Unis pour l'Alzheimer, qui en France ne sont pas pour l'instant envisagés car la pharmacovigilance insiste beaucoup sur les effets secondaires, mais est-ce qu'on n'insiste pas sur les effets secondaires justement pour ne pas avoir à financer ces produits qui, en termes de coûts, représentent quand même une dépense importante? Merci beaucoup. Céline Moulin. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice. Je vais revenir aussi sur le travail de la commission d'enquête qui a été beaucoup évoqué, comme vous le pressentiez. Commission d'enquête qui avait notamment identifié qu'il y avait une qualité très inégale des plans de gestion des pénuries, certains qui ne comportant pas, par exemple, ne comportant aucune évaluation des risques de rupture. Et notre commission a proposé lors de l'examen du PLFSS 2024 la mise en place de plans de gestion des pénuries renforcés. Et le miracle évoqué tout à l'heure par Corinne Imbert n'a pas fait son effet sur cette proposition puisqu'elle n'a pas été retenue par le gouvernement. Donc, est-ce que vous envisagez, est-ce que votre agence envisage de renforcer les contrôles en amont sur les contenus de ces plans de gestion des pénuries? Ensuite, et rapidement, vous avez évoqué, et Pascal Gruny vous a interrogé là-dessus, des pénuries qui toucheraient aujourd'hui plus la distribution que la production. Et le fait que tout, en gros, ne passe pas par les grossistes répartiteurs pose un problème en termes de maillage. La charte que vous avez évoquée et l'appel à la responsabilisation ne semble en effet pas être complètement opérante. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin que cette charte et dans quel sens? Et enfin, vous avez évoqué 8 sanctions financières d'ores et déjà en 2023, sanctions financières liées toujours à la pénurie de médicaments. Ce qu'on peut comparer aux 8 qui avaient été prononcées entre 2018 et 2022. Est-ce que vous pouvez déjà ressentir ou percevoir des effets de ces sanctions, des corrections de la part des industriels, ou est-ce qu'il est encore trop tôt pour le dire? Merci. Merci. Qualifié. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame, pour votre présentation. Et permettez-moi de vous remercier de vive voix, puisque
je vous ai sollicité, vous étiez adjointe à l'époque, j'avais d'autres fonctions pour la gestion du Covid en Moselle, sur la pénurie de médicaments, et vous avez usé de votre regard de régulation pour nous dépanner, et ça a été très vite, alors qu'on était un peu ressenti, délaissé dans cette crise en mars 2020. Donc j'en profite pour vous remercier devant mes collègues ici et vous dire toute notre gratitude, parce que l'affaire a été gérée de main de maître, et je remercie la personne qui m'a donné vos coordonnées. Alors, mes questions ont déjà été évoquées. On a parlé de distributeurs et de répartition. Je voulais attirer votre attention sur le fait que les zones frontalières, comme la Moselle, mais d'autres départements qui sont frontaliers, souffrent, malgré certaines négations, de distribution en dehors des frontières où les prix sont plus chers. Donc, je voulais attirer votre attention sur ce point. Deuxième question, très rapide aussi. Est-ce que vous êtes saisi quand il y a une réinternalisation de certains produits? Et si c'est le cas, est-ce que vous sentez une évolution favorable pour augmenter cette reproduction sur site, enfin en France, de certains produits? Et la troisième, qui est un peu plus délicate, me semble-t-il, vous l'avez évoqué, c'est les maladies rares, voire très rares, où vous donnez l'autorisation sur le marché et le prix en fonction du SMR. Or, il est difficile, et vous le savez, de faire des études cliniques assez importantes dans ce cas-là, et ça ne risque pas d'aggraver certaines pénuries pour certains médicaments innovateurs qui ne seront pas sur le marché français. Voilà rapidement, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci. Pour terminer, Olivier Henno. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice, beaucoup de questions ont été posées. Donc, d'abord, une observation. Moi, je n'arrive pas à m'y faire sur cette histoire de pénurie de paracétamol pédiatrique, avec les moyens que notre pays concentre ou consacre à la santé. Je m'interroge donc, malgré tout, sur la question de la pertinence de notre organisation, sa réactivité. Voilà, c'est une observation. Ma deuxième observation et deuxième question concerne aussi les innovations thérapeutiques, et notamment les autorisations d'accès précoce. Là aussi, est-ce que vous pensez que notre organisation, notre système d'organisation est pertinent et trouve le juste équilibre entre la nécessaire réactivité et souplesse et l'indispensable responsabilité? Je vous remercie. Madame la directrice, je vous propose 12 minutes pour répondre à toutes ces questions. Oui, très bien. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, pour ce défi. Je vais essayer d'être percutante sur le sujet, en effet, des pénuries. Désolée, je n'arrivais plus à me relire. Sur le sujet de la cartographie, voilà, c'est ça. Je n'arrivais plus complètement à me relire. La cartographie, en effet, des risques. Donc oui, nous sommes impliqués. Il y a un travail étroit entre l'ANSM et la Direction générale des entreprises. Donc pour, en effet, cartographier évidemment les vulnérabilités lorsque l'on n'a qu'un seul site de production ou qu'un seul façonnier. Vous vous rappelez peut-être, avant Covid, la pénurie que nous avions eue sur les corticoïdes, avec un grand nombre de spécialités, de génériques, en effet, de corticoïdes. Mais en fait, derrière, il y a un seul façonnier. Et donc, il y avait des difficultés sur... voilà, oui, et il y en a encore, je suis assez d'accord. Avec un seul... Voilà, plutôt de la distribution cette fois-ci. Voilà, et donc, c'est là toute la difficulté. Mais en effet, il y a un seul façonnier. Donc, il y avait eu un... Et donc, typiquement, ce sont en effet ces vulnérabilités. Donc, une collaboration étroite entre l'ANSM et la Direction générale des entreprises pour mettre en évidence, en effet, ces points de vulnérabilité et voir les mesures, possiblement, de relocalisation, en effet, au niveau national. Et je l'avais déjà indiqué, la maille européenne aussi est probablement une bonne façon de faire.
La charte d'engagement, en effet, des acteurs de la chaîne. Je l'ai dit, c'est un appel, et c'est un appel fort, évidemment, du ministre à la responsabilisation de chacun. Il y a encore, enfin, je réunis dans le cadre de la gouvernance du plan hivernal l'ensemble des acteurs de la chaîne tous les 15 jours, et avec les professionnels de santé, les patients tous les mois. Il y a une réunion qui va se tenir là pour essayer de voir, enfin, que tout le monde, en effet, œuvre dans le même sens. À ce stade, avant l'application réelle du PLFSS et de l'article 33, je ne peux qu'appeler à la responsabilisation et à la réorientation, en effet, des flux vers les grossistes répartiteurs. Avec l'article 33, j'aurai une base juridique législative pour l'imposer, ce que je n'ai pas aujourd'hui. J'ai adressé déjà des courriers, et notamment en octobre, donc voilà, c'est la limite aussi des... quand on n'a pas de base législative, des recommandations, en demandant en effet aux industriels de réorienter l'ensemble les flux de manière revenir à du 80-20, comme cela existait avant. Il semble que les effets soient un petit peu longs à être visibles. Donc j'espère en effet extrêmement fortement et fermement qu'il va bien y avoir en effet cette réallocation, et notamment sur le sujet des stocks de sécurité, parce que c'est aussi en effet des messages qui sont malheureusement passés. Évidemment, dans une situation de tension comme on a aujourd'hui, on n'impose pas qu'il y ait 2 mois de stock de sécurité et qu'on n'y touche pas, alors que les patients n'ont pas accès au traitement, bien évidemment. Ce serait une hérésie. Enfin, je suis désolée d'être un petit peu trivial, mais voilà, mais c'est évidemment une hérésie. Et donc j'ai en effet indiqué très clairement, et y compris dès le mois de mai 2023, en disant évidemment les stocks de sécurité, quand on est en situation de tension, il faut qu'ils soient dans le circuit, et évidemment il n'y aura, on n'applique pas de sanctions financières. Enfin, c'est évident. L'objectif, c'est avant tout que le patient ait son traitement. Donc voilà, il faut que ça soit répété, répété, et que ce soit mis en pratique. Sur le sujet de l'homéopathie, voilà, le déremboursement, vous le savez, est sous l'égide de la Haute Autorité de Santé. Ce n'est pas du tout pour me défausser, voilà, mais en effet, c'est typiquement le sujet du bon usage, très clairement. C'est aussi le fait de, typiquement là, notamment sur le sujet utilisation d'antibiotiques sur des pathologies virales, ça n'a pas lieu d'être. C'est le sujet de l'utilisation de rien, en fait. De rien, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de remplacer pas, mais c'est compliqué. C'est tout un accompagnement, une éducation, une pédagogie, et c'est ça qui est compliqué. Tout le travail, en effet, au quotidien des médecins et des pharmaciens, en effet, dans l'échange, et faire comprendre aux patients aussi, en effet, que voilà, on n'a pas forcément, évidemment, besoin d'un médicament. Sur le... J'avoue que je n'ai pas de compétences en partie vétérinaire, donc je ne pourrais pas dire. Sur le sujet de l'AIS, c'est ça, vous aviez posé la question sur le sujet de l'agence innovation en santé. Non, pardon. Laurent, je crois que c'est sur 18 mois. Oui, sur le DMDIV. Ah, pardon, DMDIV, j'avais aussi le sujet de l'AIS. Donc oui, donc sur la matériovigilance, en effet, avec évidemment des remontées, on a la structuration d'un réseau aussi, comme les CRPV, donc qui se montent en effet sur la matériovigilance, avec évidemment des champs beaucoup plus larges. Les dispositifs médicaux, ce sont des centaines de milliers de dispositifs médicaux, mais réellement, en effet, une mobilisation au niveau régional, donc ça monte en puissance. Évidemment, l'utilisation des TROD, ça c'est un point évidemment majeur, ce qui est permis aussi là dans le cadre avec la mobilisation par les pharmaciens, et en effet, voilà, j'ai une grande confiance en effet dans la coordination entre médecins et pharmaciens et la réalisation des TROD par les pharmaciens. Et sur le sujet des vasoconstricteurs, oui, le sujet des nasos qui sont sur prescription médicale aujourd'hui, mais avec des volumes importants, comme les vasoconstricteurs oraux, avec des mesures nécessaires aussi à prendre. Concernant la maladie d'Alzheimer, à nouveau, le sujet du déremboursement n'est pas un sujet sous l'égide de l'ANSM. Sur le sujet des anticorps monoclonaux, évidemment, du point de vue de l'ANSM, la seule chose que nous regardons, c'est le bénéfice-risque, en effet, et c'est évidemment un point important. Et ensuite, donc, c'est une évaluation qui est faite au niveau centralisé, puisque ce sont des médicaments dits innovants, donc ils sont uniquement biotechnologie, donc avec la mobilisation de la France de manière très forte, mais au niveau européen, et donc avec une mise ensuite sur la prise en charge. Voilà.
oui, tout à fait. Et sur le sujet, juste puisque vous revenez sur le sujet des troubles menstruels, la mobilisation de l'agence, les communications étaient avant, en effet, notamment le rapport de l'OPEX. La modification, j'en suis quasi, en termes de calendrier, la modification des RCP et des notices a été en effet après, pour une raison en effet simple, puisque c'est sous l'égide de l'Agence européenne du médicament. Ce sont des vaccins, en effet, c'est la Commission européenne, en effet, qui ensuite modifie le RCP et la notice. Et donc, nous ne sommes pas maîtres, évidemment, pleinement des calendriers. Mais on peut toujours s'améliorer en termes de rapidité. Sujet des pénuries, en effet, sur la qualité inégale, en effet, des PGP. Donc, avec, en effet, notamment à la fois en effet, sur la fin de l'année 2023 et 2024, des contrôles renforcés sur les PGP. Donc, on a déjà, en effet, mis en place comment on appelle ça, un cahier des charges renforcé, en effet, pour partager avec l'ensemble des industriels, pour remplir, en effet, les PGP. Et nous allons mobiliser, mes équipes, en effet, vont mobiliser des contrôles renforcés sur les PGP et également aussi sur les stocks de sécurité. Les 7 ETP que nous avons eus dans notre dotation supplémentaire pourront évidemment, j'ai évidemment un sujet de priorisation, mais c'est un point majeur, pourront être utilement mobilisés, en effet, sur le sujet de l'anticipation et de la qualité des PGP et également sur le sujet des stocks de sécurité. La distribution, aller plus loin, j'en ai parlé. L'article 33 me permettra d'avoir une assise législative imposant, en effet, ces réorientations de flux. Sur le sujet, en effet, des zones frontalières et sur la distribution possiblement d'exportation parallèle, nous faisons des contrôles, des inspections, en effet, pour vérifier. En fait, quand on a une déclaration de tension ou de rupture et que nous mettons ce qu'on appelle une fiche rupture de stock sur notre site, automatiquement, la mise en ligne de cette fiche interdit toute exportation parallèle aux grossistes répartiteurs. Et donc, nous mobilisons des contrôles, alors pas en flux continu parce que je n'en ai pas les moyens, mais nous mobilisons des campagnes, en effet, pour vérifier s'il y a évidemment des écarts. Et s'il y a des écarts, dans ces cas-là, il y a des sanctions. La relocalisation de la production, en effet, c'est un point qui est évidemment important. Je disais, le maillage, la maille européenne est aussi évidemment à prendre en compte. Et sur le sujet des maladies rares, à nouveau, et je ne veux pas du tout remettre sur une autre institution, mais le sujet SMR et ASMR est sous l'égide de la Haute Autorité de Santé, donc pas de l'ANSM. Pour autant, nous sommes très attachés et très appliqués sur le sujet de l'accès pour les maladies rares, à la fois les accès précoces, mais aussi ce que l'on appelle les cadres de prescription compassionnelle. On le sait, on a un certain nombre de molécules qui sont développées dans une indication qui, pour des maladies rares, ne vont pas forcément être développées par l'industriel dans une autre indication, et l'agence est en capacité, après analyse de la littérature, et donc on travaille avec les filières maladies rares, de pouvoir octroyer un cadre de prescription compassionnelle qui permet aux patients d'accéder à ces molécules. Et donc nous travaillons et nous allons renforcer en effet ces échanges et cette collaboration, évidemment sur base d'une présomption de bénéfice-risque, mais pour permettre aux patients atteints de maladies rares, voire de maladies très rares, de pouvoir avoir accès en effet au traitement. Et donc avec le sujet en effet d'un juste équilibre entre sur les accès précoces, en effet, la présomption de bénéfice-risque et donc la part, je dirais, d'incertitude qui existe, mais qui est considérée comme suffisamment acceptable eu égard aux bénéfices pour les patients et qui ne peuvent pas attendre d'avoir à disposition ces traitements. Merci beaucoup, Madame la Directrice, pour cet exercice un peu compliqué, de réponse circoncise, mais vous êtes, c'est très bien. Eh bien, nous allons passer très rapidement